C'est l'un des monuments nationaux les plus importants des États-Unis, avec plus de 500 000 visiteurs chaque année. Le Washington Monument a été construit pour commémorer George Washington, le premier président américain. Mais si tu l'as déjà vu de près, en vrai ou en regardant ses photos sur Google, tu as sûrement remarqué qu'il a 2 couleurs différentes. Il ne s'agit pas d'un choix de conception, si c'est ce que tu te demandes. La Washington National Monument Society, l'autorité en charge de la construction, a manqué de fonds. Et le projet a été mis en attente dans les années 1850. Il a fallu 25 ans de plus pour que les autorités reprennent la construction. Elles ont terminé les 2/3 supérieurs du monument en 1884. Comme ils ont utilisé du marbre provenant d'un autre endroit, il était difficile, vu le temps écoulé, d'imaginer comment ces matériaux se comporteraient dans le temps. Au début, ces 2 sections se ressemblaient beaucoup, mais avec les années, principalement à cause des vents, de la pluie et de l'érosion, elles ont fini par prendre des teintes différentes. Il y a même une 3e portion de marbre que l'on peut voir uniquement si l'on fait très attention. Les constructeurs ont d'abord fait appel à un fournisseur de marbre du Massachusetts, mais ils se sont vite rendus compte que les couleurs ne correspondaient pas. Ils ont dû changer de fournisseur, mais leur erreur a donné lieu à cette 3e nuance de marbre. Elle est seulement visible en façade, de sorte que les gens pensent généralement que le monument a 2 couleurs. Les constructeurs ont vite compris la différence et ont trouvé un type de marbre qui ressemblait au marbre initial. Mais le nouveau matériau a fini par prendre une autre couleur, essentiellement en raison des conditions météorologiques. Tu fais partie de ces personnes qui aiment passer leur temps libre sur Pinterest ou Instagram à la recherche de leur prochain voyage? Alors tu connais sûrement une petite ville italienne appelée Cinque Terre. La raison pour laquelle elle est si populaire parmi les photographes et les globetrotters, ce sont ces bâtiments peints de couleurs vives qui viennent contraster joliment avec les eaux cristallines de l'océan. Ces maisons se déclinent dans un large éventail de couleurs, du vert au jaune en passant par le rose vif. Il n'est donc pas étonnant que cet endroit connaisse un tel succès. Il ressemble plus à une peinture qu'à un lieu réel sur Terre. Mais pourquoi ces maisons sont-elles si colorées? Selon les légendes locales, les pêcheurs avaient l'habitude de peindre leurs maisons de différentes couleurs afin de pouvoir les repérer rapidement depuis leur bateau lorsqu'ils rentraient de la mer. Certains bâtiments ont une couleur si particulière que la loi interdit à leurs propriétaires de la modifier. C'est le cas de la ville rose, autrement connue sous le nom de Jaipur en Inde. Elle compte de nombreux bâtiments dans différentes teintes de rose, du rose pâle au fuchsia. Cette coloration impressionnante date des années 1800. La rumeur veut que le Maharaja indien de l'époque, Sawai Ram Singh, ait voulu accueillir le prince Albert lors de sa visite. Il a donc littéralement peint toute la ville en rose. Ce qui bien sûr pose la question de savoir pourquoi il a choisi le rose et pas une autre couleur. Et il s'avère que cette teinte était destinée à insinuer subtilement l'idée d'un lieu accueillant ou d'un lieu d'hospitalité. Jaipur n'est pas la seule ville monochrome au monde. Son homologue bleu est située au Maroc. Elle s'appelle Chefchaouen. Certains habitants disent que la ville est peinte en bleu pour symboliser la belle couleur de la mer Méditerranée. D'autres considèrent que peindre sa maison en bleu leur permet d'avoir plus de fraîcheur lorsqu'il fait chaud. On prétend même que peindre une maison en bleu peut aider à éloigner les moustiques. Les gens pensent que cette teinte ressemble aux vagues de la mer, ce qui n'est pas exactement un endroit désirable pour les insectes si on y pense. Cette construction est devenue le symbole indéniable de la ville de l'amour. Ah, la Tour Eiffel! Je sens l'odeur d'une baguette toute chaude, pas toi? Il s'avère que la Tour Eiffel a un petit secret chromatique qui lui est propre. Ce célèbre monument français est peint en marron de nos jours, mais il n'a pas toujours été de cette couleur. L'ingénieur qui a construit la tour, et lui a également donné son nom, était un homme appelé Gustave Eiffel. Il affirmait que la peinture initiale utilisée pour la tour, un rouge très vif, était censée protéger la construction de la rouille, un peu comme le Golden Gate Bridge à San Francisco. Mais depuis sa construction, la tour Eiffel a connu de nombreuses teintes différentes, comme l'ocre, le jaune et plusieurs nuances de marron. À un moment donné, elle a même utilisé l'effet d'un dégradé couleur ombre. Cela donnait l'impression que la tour s'effaçait en atteignant le ciel.
Je n'ai pratiquement jamais entendu d'histoire plus touchante que celle du grand-père arc-en-ciel taïwanais. Il s'appelle Yang Yun-fu et son histoire commence à la fin des années 2000. Comme il était officiellement le dernier habitant, les autorités locales étaient sur le point de raser son petit village pour faire place à un complexe d'appartements modernes. Pour faire face à sa tristesse, l'homme a commencé à peindre les murs des maisons de son village. Il a commencé par des dessins d'oiseaux, de chats et finalement de personnes. En 2010, un étudiant de l'université locale a découvert par hasard cette démarche artistique. Et tout a changé. Grâce à une campagne de collecte de fonds, ce petit village attire désormais un nombre impressionnant de touristes chaque année, plus d'1 million. Il n'est pas étonnant que les autorités locales aient fini par renoncer à leur projet immobilier. Puisque nous parlons de joli design, il existe une bibliothèque qui ressemble vraiment à une étagère géante. Non, ce n'est pas une scène tirée d'un film fantastique. Quelqu'un l'a réellement construite. L'une des façades de la bibliothèque publique de Kansas City ressemble à une rangée ordinaire de livres alignés sur une étagère. En fait, ce n'est pas vraiment ordinaire, car les livres font 8 mètres de haut et 2,8 mètres de large chacun. Il n'est pas nécessaire d'être un fan de livres pour avoir envie d'aller voir ça. Le plus grand panier du monde n'est pas destiné aux gros chats, c'est en fait un immeuble. Et oui, il existe un bâtiment qui a la forme d'un panier. Tu peux le trouver à Newark, dans l'Ohio. Il a été initialement construit pour servir de siège à la Longaberger Company, un producteur américain de paniers en bois fabriqués à la main. Il est également reconnu par les professionnels comme l'un des exemples les plus connus d'architecture mimétique. Il s'agit d'un type de conception dans lequel les bâtiments sont construits pour imiter leur fonction ou leur objectif. Le bâtiment couvre 16 700 mètres carrés. Sa construction a coûté environ 30 millions de dollars et a été achevée en 1997. Avec 7 étages et un atrium central, il possède également un plafond en verre qui laisse entrer la lumière naturelle. Cet immense panier est également surmonté de 2 poignées en acier. Elles sont équipées d'éléments chauffants qui les empêchent de geler. Elles protègent également l'atrium en verre situé juste en dessous de toute glace qui pourrait y tomber pendant la saison hivernale. À Darmstadt, en Allemagne, se trouve un complexe d'immeubles résidentiels construit dans les années 1990. Baptisé Waldspiral, il présente un design magnifique ainsi qu'une histoire intéressante. Le nom se traduit littéralement par spirale forestière. Cela pourrait faire référence au plan du bâtiment ainsi qu'au fait que son toit est vert. Mais pas seulement en couleur. Ce bâtiment en forme de spirale possède une forêt impressionnante sur son toit avec des érables et des tilleuls. Cette construction unique a été achevée en 2000. Elle compte 105 appartements et plus de 100 fenêtres, chacune d'entre elles ayant une forme et une taille particulière. Avec 12 étages à son point le plus haut, le bâtiment abrite également un café et un bar. Une autre caractéristique intéressante, chaque coin de la construction est arrondi. Si tu visites un jour la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, ne rate pas les maisons cubes. Ces bâtiments uniques sont situés au-dessus du niveau du sol, sur un pont piéton à proximité du centre-ville et de la station de métro Rotterdam Black. Au XXe siècle, la ville de Rotterdam a subi des dommages. C'est pourquoi, plus tard, elle est devenue le centre d'intérêt de nouvelles conceptions architecturales avant-gardistes. L'architecte néerlandais Piet Blom a commencé à concevoir des logements fonctionnels qui pouvaient également laisser de la place aux piétons au niveau du sol. L'idée de ces maisons lui est venue d'éléments simples, comme les forêts et les arbres. Chaque maison est placée sur un pylône hexagonal, une construction faite de béton et conçue pour ressembler au tronc d'un arbre. Chacun de ces pylônes comporte un escalier qui mène à des espaces de vie bien espacés. Un autre exemple de maison qui semble tout droit sorti d'un conte de fées est la Nautilus House. Tu peux la trouver près de la ville de Mexico, au Mexique. Avec sa forme de coquillage, c'est aussi l'une des premières représentations de la bioarchitecture. L'homme à l'origine de cette conception unique est Javier Senosién. Il s'est inspiré des travaux de Gaudi et de Frank Lloyd Wright. Le concept même de bioarchitecture est que les bâtiments doivent être construits sur la base de structures trouvées dans la nature. Elle est également censée rappeler aux gens leur histoire et leurs traditions locales. La maison Nautilus ne dispose pas de beaucoup d'espace de stockage, selon les constructeurs. Mais cette structure est censée être résistante aux tremblements de terre et ne nécessite aucun entretien. Sans oublier les centaines de petits vitraux aux couleurs de l'arc-en-ciel qui décorent le bâtiment. Cet été, tu te décides enfin à faire ce tour du monde exceptionnel que tu ne feras peut-être qu'une fois dans ta vie. La première étape de cette aventure passionnante commence en Europe. Tu entreprends un voyage en Italie, le pays des pâtes, des pizzas et des glaces merveilleuses. Ah, la voilà, la tour penchée de Pise, célèbre dans le monde entier.
Tu achètes ton billet et tu entres dans le monument. Tu es sur le point de gravir 251 marches glissantes, alors fais bien attention et n'oublie pas de respirer. Les pierres de marbre blanc sont stupéfiantes et, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil à l'extérieur pour profiter de la vue sur la ville. Félicitations, tu as réussi. Tu as atteint le sommet du Campanile et tu peux prendre tous les selfies que tu veux. La tour de Pise est l'un des sites les plus emblématiques d'Italie. Pendant que tu grimpes les escaliers, un guide t'explique qu'il s'agit d'un monument médiéval. Elle a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle et il a fallu plus de 200 ans pour la terminer. Et au cas où tu te demanderais si elle a toujours été penchée, je peux te répondre sans hésiter, oui. Après que le 3e étage a été terminé, le campanile a commencé à s'enfoncer. En fait, le nom même de Pise vient d'un mot grec qui signifie « terre marécageuse ». Le sol y est extrêmement meuble, fait d'argile, de boue et de sable, et les architectes se succèdent pour tenter de préserver la tour depuis qu'elle a été construite. Au sommet du monument de 56 mètres de haut, tu prends ton temps pour admirer la ville. Combien de toits rouges est-ce que tu peux compter ? Si tu te déplaces vers le côté sud du monument, tu te sentiras peut-être plus proche du sol. C'est parce que la tour de Pise penche vers le sud. À une certaine époque, elle s'inclinait presque de 5,5 degrés, sans jamais s'effondrer. Aujourd'hui, lorsque tu visites le monument, ton guide te dira peut-être que la tour penche un peu moins. Il y a quelques années, les meilleurs architectes et ingénieurs du monde ont fait des travaux de construction à côté de l'édifice afin de renforcer son assise. Ils ont creusé plusieurs tunnels et retiré plus de 38 mètres cubes de terre sous le côté nord de la tour. Maintenant, la tour ne penche plus qu'à un angle de 4 degrés. Alors, si tu souhaites prendre une de ces photos où tu fais semblant de soutenir la tour, tu ferais mieux de te dépêcher. Qui sait combien de temps la tour restera inclinée ainsi ? À présent, il est temps pour toi de te rendre à Rome. Cette ville est un véritable musée à ciel ouvert et tu dois absolument la découvrir. La chaleur est étouffante, mais tu as de la chance. Aujourd'hui, tu vas visiter les thermes de Caracalla. Es-tu prêt à vivre une expérience authentique de la Rome antique ? Tu entres par ce qui était autrefois une sorte de vestiaire. Tu devras faire appel à ton imagination. Aujourd'hui, tu ne peux voir que des murs de briques de 40 mètres de haut ici. Les Romains de tous les milieux sociaux passaient 1 heure ou 2 dans les thermes chaque jour. Ils venaient après une longue journée de travail ou avant le dîner. Les complexes de thermes impériaux comme celui-ci étaient généralement gratuits. Mais ici, tu devais payer un droit d'entrée. Après le vestiaire, les visiteurs s'arrêtaient dans une salle chauffée où on leur faisait un massage à l'huile. Ensuite, certains se rendaient dans l'une des 2 cours d'exercice. Tu vois comme elles étaient vastes ? Ici, il y avait des portiques en marbre très élaborés, et tu peux même encore voir quelques fragments de mosaïques colorées qui ornaient le sol. Si tu avais envie de quelque chose de plus intellectuel, tu pouvais t'arrêter pour écouter un philosophe ou visiter l'une des bibliothèques. Maintenant, nous arrivons dans la salle la plus impressionnante, le caldarium. Il s'agissait d'une pièce circulaire, chauffée à la vapeur et mesurant 35 mètres de diamètre. Il n'y avait pas 1 ou 2, mais 7 bassins chauds à l'intérieur. Au-dessus de ta tête, tu pouvais admirer un magnifique dôme soutenu par de grandes colonnes de granit. Toute la structure était richement décorée de mosaïques de verre multicolores et du plus beau marbre blanc. Le complexe abritait également une piscine de taille olympique avec de l'eau arrivant jusqu'à la taille. De nos jours, tu verras seulement quelques murs de briques et de béton rougeâtre. L'empereur Caracalla, comme beaucoup d'autres empereurs romains, a construit un méga-complexe pour le plus grand bonheur des citoyens. Après un long vol international, tu arrives en Égypte. De merveilleuses promenades à dos de chameau et de délicieux fruits secs t'attendent. Est-ce que tu aimes les dattes ? Tu quittes ton hôtel à l'aube pour te rendre dans la banlieue du Caire. Tu passes devant le Nil en direction de la rive ouest. N'oublie pas de prendre des photos. Au loin, tu aperçois un grand monument. C'est le grand sphinx de Gizeh. Te rends-tu compte que ce monument a été créé il y a plus de 4500 ans ? Une fois que tu t'es approché, tu vois les grandes pyramides juste au nord du sphinx. Tu apprends que, contrairement aux pyramides, le sphinx a été taillé directement dans le socle rocheux du plateau de Gizeh. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes statues du monde, mesurant 20 mètres de haut et 73 mètres de long, des pattes à la queue. Le visage du sphinx est un peu défraîchi aujourd'hui, mais selon les archéologues, il n'en a pas toujours été ainsi. Grâce à une reconstitution modélisée du sphinx, tu verras qu'il était en fait très différent.
Comme tu peux le voir, son nez ainsi que des parties de son menton ont été coupées à une certaine époque. Les scientifiques pensent que la statue est une représentation du grand pharaon Khéphren. C'est pourquoi son visage ressemble tant à celui d'un humain. Juste en dessous des yeux, une ligne sculptée a été rajoutée pour représenter le trait noir, ou Mesdemet, arboré par les anciens Égyptiens. Fait amusant, ce n'était pas seulement pour des raisons cosmétiques. Ils protégeaient leurs yeux des rayons ultraviolets. Dans une région désertique où le soleil est si présent, cela peut effectivement s'avérer utile. Les spécialistes se demandent encore aujourd'hui si le sphinx possédait ou non une barbe. Beaucoup pensent que s'il était censé représenter un pharaon, il avait très probablement une barbe tressée, qui aurait été détruite par l'érosion. Aujourd'hui encore, tu peux voir les restes d'une coiffe royale sur la tête du sphinx. Cet ornement était associé au pouvoir et à la royauté. Imagine maintenant des rayures bleues et dorées. C'est probablement à cela que ressemblait le monument quand il a été construit. On n'a aucune idée du temps qu'il a fallu pour construire le sphinx. Mais ça a dû être très long, car les détails sculptés sont très impressionnants. Si tu as de la chance, ton guide t'emmènera peut-être dans l'une des chambres secrètes à l'intérieur de la statue, si elles existent vraiment et ne sont pas qu'un mythe. Ah, les eaux cristallines de la Grèce. Que tu arrives en bateau ou en avion, tu vas vraiment en prendre plein la vue. Nous sommes ici au cœur des sites archéologiques. Tu arrives au port de Mandraki. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois aucun monument dans les environs? Le colosse de Rhodes est introuvable. La raison? C'est qu'il a été détruit il y a très très longtemps. Avant de s'écrouler lors d'un puissant tremblement de terre, la grande statue était considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Si tu voyais le colosse, tu le confondrais probablement avec la statue de la liberté. En fait, ce n'est pas une coïncidence. Apparemment, il y a un lien entre l'ancienne statue de Rhodes et la statue américaine. Elles ont toutes deux été construites comme symbole de la liberté, et la statue de la liberté est souvent surnommée le colosse des temps modernes. Le colosse de Rhodes mesurait 30 mètres de haut, mais maintenant, tout ce que tu peux voir, c'est une jetée de béton avec un énorme vide au milieu. Maintenant, imagine une statue de bronze posée d'un côté et de l'autre d'un grand pont. Le colosse a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et 900 chameaux ont participé à sa construction. La statue a existé pendant environ 54 ans avant d'être détruite par un puissant tremblement de terre. Celui-ci a frappé la ville si fort qu'il ne restait de la statue qu'un gigantesque pied. Malgré cela, les gens ont continué à visiter le monument. Tu es prêt à rentrer chez toi? Merci de m'avoir accompagné le temps de ce voyage. Et n'oublie pas de me dire quel a été ton site préféré. À la prochaine!